Chevaliers et écuyers. Le second du Pécode était Starbuck, natif de Nantucket et quaker d'origine. Un grand homme sérieux, et quoique né sur une côte glaciale, il était si bien habitué aux latitudes brûlantes que sa chair était devenue dure, comme du biscuit recuit. Transporté aux Indes, son sang ne s'abîmait pas comme le fait la bière en bouteille. Il avait dû être conçu dans quelques périodes de sécheresse et de disette, ou dans une de ces périodes de carême pour lesquelles sa province est réputée. Il semblait n'avoir traversé qu'une trentaine d'étés arides, lesquels l'avaient débarrassé de toute superfluité physique. Mais cette maigreur, malgré tout, n'était pas rebutante, comme elle peut l'être lorsqu'elle provient des soucis ou d'une flétrissure quelconque du corps. Elle n'était que de la condensation. Il n'était pas du tout déplaisant à regarder, bien au contraire. Sa peau nette s'ajustait parfaitement et moulait strictement sa musculature, et il était embaumé avec sa santé et sa force comme une momie égyptienne vivante. Ce Starbuck semblait ainsi préparé pour durer de longs âges à venir et pour tout supporter, quoi que ce soit dans les neiges polaires ou sous le plus torride des soleils. Tel un bon chronomètre breveté, sa vitalité intérieure était garantie pour bien fonctionner sous tous les climats. À regarder ses yeux, on croyait y voir encore les images attardées des 1000 périls qu'il avait affrontés calmement au cours de son existence. Un homme grave et solide, dont la vie était mimique en action et non chapitre de plates paroles. Cependant, malgré sa sobriété et tout son courage, il y avait en lui certaines qualités qui parfois l'emportaient sur tout le reste. Extraordinairement consciencieux pour un marin et doué d'un profond naturel, la sauvage solitude de sa vie sur l'eau l'inclinait vivement à la superstition. Mais à cette sorte de superstition qui, en certains organismes, semble plutôt soudre de l'intelligence que de l'ignorance. Il s'y entendait en présages et en pressentiments. Et si ces choses-là pliaient parfois le fer bien trempé de son âme, à plus forte raison les lointains souvenirs domestiques de sa jeune femme au Cap et de son enfant adoucissaient encore l'âpreté de sa nature et renforçaient ces influences qui, chez certains hommes au cœur honnête, tempèrent l'intrépidité qu'ils ont dans les vicissitudes et les périls de la pêche. « Je ne veux point d'homme à bord de mon embarcation, disait Starbuck, qui n'ait pas peur de la baleine. » Ce qui semblait vouloir dire que non seulement le courage le plus utile et le plus digne de confiance est celui qui naît d'une estimation lucide du péril, mais encore qu'un homme absolument sans peur est un compagnon plus dangereux qu'un lâche. « Oui, oui, disait Stubb, le deuxième second. Starbuck est un homme si prudent que vous n'en trouverez pas de pareil dans la chasse à la baleine. Mais bientôt nous ne tarderons pas à savoir ce que signifie exactement le mot prudent, quand il est employé par Stubb, ou par n'importe quel autre chasseur de baleines. Starbuck n'était pas un chevalier des croisades en quête de péril. Chez lui, le courage n'était pas un sentiment, mais uniquement une chose pratique, toujours à portée de sa main dans chaque circonstance capitale. Et puis, peut-être, pensait-il aussi que dans cette affaire de baleine, le courage tenait une place essentielle dans l'équipement du vaisseau, au même titre que l'eau, le bœuf et le pain. Il ne devait pas être gaspillé bêtement. D'où il résultait qu'il n'avait aucun désir de mettre les canots à la mer après le coucher du soleil, ni poursuivre la lutte contre un poisson qui s'obstinait à le combattre. Car, pensait-il, je suis ici sur l'océan pour gagner ma vie en tuant des baleines, et non pour être tué par elles. Que des centaines d'hommes eussent été tués ainsi, Starbuck le savait bien. Telle avait été la mort de son père, et les membres déchirés de son frère se trouvaient dans quels insondables abîmes. Avec de pareils souvenirs en lui, et ce penchant particulier à la superstition auquel j'ai fait allusion, le courage de Starbuck, qui néanmoins pouvait encore fleurir, était extrême. Mais un homme ainsi fait, avec de si terribles expériences et de tels souvenirs, n'était pas naturel.
et il n'était pas non plus naturel que ces choses pussent engendrer en lui un état latent qui, suivant les circonstances, pouvait éclater et consumer tout d'un coup tout son entourage. Et si brave qu'il soit, c'était une sorte de courage généralement visible dans beaucoup d'hommes intrépides, qui, demeurant fermes dans le conflit avec la mer, ou les vents, ou les baleines, ou quoi que ce soit de la déraisonnable terreur du monde, ne peuvent cependant supporter ces plus terrifiantes, parce que spirituelles, terreurs qui parfois vous menacent du front hérissé d'un homme rageur et puissant. Mais si le récit qui va suivre doit révéler l'abaissement complet du courage du pauvre Starbuck, j'ai à peine le cœur de l'écrire, car c'est une chose très triste, plus effrayante que de dénoncer la chute de la vaillance d'une âme. Les hommes, en tant que compagnie d'actionnaires ou que nation, peuvent paraître détestables, fripouilles, idiots, meurtriers. Ils peuvent avoir des visages bas et malingres, mais, en tant qu'idéal, l'homme est une créature si noble, brillante, grande et ardente que tous ses pareils doivent se précipiter pour couvrir de leurs plus riches manteaux toute tache d'ignominie se montrant en lui. Cette noblesse humaine, immaculée, que nous sentons si profondément dans nous-mêmes reste intacte, alors même que tout caractère extérieur semble parti. Et elle saigne de pures angoisses au spectacle d'un homme dont le courage a failli. La piété elle-même, en voyant une chose si honteuse, ne peut pas complètement taire ses remontrances aux étoiles qui l'ont permise. Mais cette dignité auguste dont je parle n'est pas la dignité des rois et des Robins. On la voit briller dans le bras maniant une pioche ou enfonçant une cheville. C'est une dignité démocratique qui, de partout, irradie sans fin vers Dieu. Le grand Dieu absolu, le centre de la circonférence de toute démocratie et dont l'omniprésence est notre égalité divine. Si donc j'attribue des qualités hautaines, bien que sombres, à des matelots mesquins, à des renégats, à des perdus, si je le couvre de couleurs tragiques, si même les plus tristes, peut-être les plus vils d'entre eux, doivent parfois s'élever à des hauteurs exaltantes, si se courbe un arc-en-ciel sur les couchers de soleil de leur défaite, alors défendez-moi contre toutes les critiques. Toi, juste esprit de l'égalité, qui a étendu un manteau royal sur toute mon espèce, souviens-toi, grand Dieu démocratique, qui n'a point refusé au forçat aller, Bunyan, la pâle perle poétique. Toi qui as revêtu de feuilles d'or 2 fois battu le moignon du pauvre vieux Cervantes. Toi qui as ramassé André Jackson parmi la plèbe, qui l'a jeté sur un cheval de guerre et, dans le tonnerre, lancé plus haut qu'un trône. Toi qui, dans toutes tes puissances, marches en ce monde, cueille toujours tes champions de choix parmi le royal commun. Soutiens-moi en ceci, ô Dieu. Chevaliers et écuyers, suite. Le deuxième second du Pécode était Stubb. Il était natif du Cap Cod, et donc, selon la coutume, on l'appelait le Cap-Codais. Un nonchalant, ni couard, ni vaillant, acceptant les périls comme ils se présentaient, d'un air indifférent et qui, lorsqu'il se trouvait engagé au cœur dangereux de la chasse, travaillait calme et le sang-froid comme un menuisier journalier engagé à l'année. De bonne humeur, insouciant, il commandait sa baleinière comme si les plus mortelles rencontres n'étaient qu'un dîner et son équipage, les convives. Il était aussi exigeant par l'arrangement confortable de sa place dans l'embarcation qu'un vieux cocher l'est pour la commodité de son siège. Lorsqu'il était tout près de la baleine agonisante, mais luttant toujours, il maniait sa lance impitoyable froidement et avec nonchalance, comme un chaudronnier, en sifflotant, manie son marteau. Il fredonnait de vieux rigodons lorsqu'il était flanc à flanc avec le monstre le plus exaspéré. Une longue accoutumance avait converti pour Stubb la gueule de la mort en fauteuil. Ce qu'il pensait de la mort elle-même, allait le savoir. On pouvait se demander si seulement il y pensait. Sans doute que s'il lui arrivait jamais d'y songer, après un bon dîner,
Comme tout bon marin, il la considérait comme une sorte d'appel d'en haut pour dégringoler au quart, et là s'affairer à quelque chose. À quoi? Il le découvrirait lorsqu'il obéirait à l'ordre et pas avant. Ce qui, entre autres choses, faisait de Stubb un homme d'allure douce, sans peur. Un homme se mettant gaiement en route, avec le fardeau de la vie sur l'épaule, comme dans un monde de colporteurs graves, courbés vers la terre sous leurs ballots. Ce qui lui donnait cet air de bonne humeur presque impie, c'était sans doute sa pipe, car, comme son nez, cette courte pipe noire faisait partie de sa physionomie. Vous auriez été moins surpris qu'il sortît de son hamac sans son nez que sans sa pipe. Il avait toute une série de pipes, toutes bourrées, dans un porte-pipe, à portée de la main. Et lorsqu'il rentrait se coucher, il les fumait jusqu'à la dernière, puis les rebourrait, afin qu'elles soient prêtes de nouveau. Car lorsqu'il s'habillait, Stubb, au lieu de passer les jambes dans son pantalon, plaçait d'abord le tuyau d'une pipe dans sa bouche. Je crois que cette façon de fumer, sans discontinuer, doit avoir été pour quelque chose dans son humeur, si particulière. Car chacun sait que l'air de cette terre, et par terre j'entends aussi la mer, est sérieusement vicié par les misères sans nom des innombrables mortels qui l'ont exhalé, et, de même qu'en temps de choléra, il y a des gens qui se baladent avec un mouchoir imprégné de camphre sur la bouche. Ainsi, contre toute exhalaison mortelle, la fumée de tabac de Stubb servait comme une sorte d'agent désinfectant. Le troisième second était Flask, natif de Tisbury, dans Martha de Vignard. Un jeune homme rougeaud, court et fort, d'humeur très batailleuse en ce qui concernait les baleines, et qui semblait croire que les énormes léviathans l'avaient héréditairement et personnellement offensé. Il mettait donc une sorte de point d'honneur à les détruire chaque fois qu'il en rencontrait. Il était entièrement inaccessible à tout sentiment de respect et d'émerveillement pour leur masse majestueuse et leur voix mystérieuse, et tellement mort à tout ce qui pouvait ressembler à de l'appréhension devant le danger possible de leur rencontre, que, dans sa pauvre opinion, la merveilleuse baleine n'était qu'une sorte de souris amplifiée, ou peut-être un radeau qui demandait seulement quelques détours et un peu de travail et de peine avant d'être capturé, tué et bouilli. Ce manque de peur, ignorant et inconscient, le rendait un peu frivole au sujet des baleines. Il suivait ses poissons pour l'amusement. Et un voyage de 3 ans autour du Cap Horn n'était pour lui qu'une bonne partie de rigolade qui lui restant. De même que les clous de menuisier sont divisés en 2 catégories, les forgés et les taillés, l'humanité peut être divisée en 2. Le petit Flask comptait parmi les forgés, ceux faits pour tenir bon et durer longtemps. On l'appelait King Post à bord du Pequod, parce que, de par sa forme, il pouvait être comparé à ce bois court et carré que connaissent bien les baleiniers de l'Arctique, lequel, inséré en grand nombre, en rayons de roue, sert à préserver le vaisseau des assauts foudroyants de ces mers glaciales. Or, ces 3 seconds, Starbuck, Stubb et Flask, étaient des hommes d'importance. C'étaient eux qui commandaient les 3 baleinières du Pequod. Dans ce magnifique ordre de bataille, dans lequel probablement le capitaine Achab allait ranger ses forces pour marcher à la baleine, ces 3 chefs étaient comme des capitaines de compagnie, armés de leurs longues lances bien aiguisées. Ils formaient comme un trio choisi de lanciers, de même que les harponneurs étaient des lanceurs de javelots. Et puisque dans cette fameuse chasse, chaque second, comme un chevalier gothique des vieux temps, était toujours accompagné de son timonier ou harponneur, chargé de lui passer une nouvelle lance, lorsque la première avait été tordue ou coudée dans l'assaut, et que, entre les premiers et les autres, existait généralement une amitié très intime. Il n'est que juste de décrire ici ceux qui étaient harponneurs sur le Pequod, et à quel chef chacun appartenait. En premier lieu venait Kikeg, que Starbuck avait choisi pour écuyer. Mais nous connaissons déjà Kikeg. Ensuite venait Tashtego, un Indien pur sang de Gay Head, le promontoire le plus à l'ouest de Martha de Vignard, où existent encore les derniers vestiges d'un village de Peau-Rouge, et qui, depuis longtemps, a fourni à Nantucket, l'île voisine,
beaucoup de ses plus hardis harponneurs. Dans la chasse, ils sont généralement connus sous le nom générique de « Gay Eaters ». Les longs cheveux lisses et noirs de Tashtego, ses pommettes hautes, ses yeux noirs qui, semblables à ceux des Indiens, étaient orientaux dans leur largeur et luisaient de feu polaire, tout cela le désignait assez comme l'héritier de ces fiers chasseurs guerriers, qui, à la recherche du grand élan de New England, avaient parcouru, l'arc en main, les forêts arborigènes du continent. Mais pour lors, Tashtego ne reniflait plus la piste des bêtes sauvages des bois. Il suivait le sillage des grandes baleines de la mer. Le harpon infaillible du fils remplaçant avantageusement l'infaillible flèche des pères. À voir les muscles bruns de ses souples membres serpentins, vous auriez donné crédit aux superstitions de quelques-uns des premiers puritains, et presque admis que cet Indien sauvage était le fils du prince des puissances de l'air. Tashtego était l'écuyer de Stubb. Le troisième harponneur était Dago, un nègre sauvage gigantesque, couleur de charbon, qui avait la démarche du lion, un Assuérius à voir. À ses oreilles pendaient 2 anneaux d'or, si grands que les matelots les appelaient des chevilles à boucles et proposaient d'y attacher les drisses de une. Dans sa jeunesse, Dago s'était engagé volontairement à bord d'un baleinier mouillé dans une baie solitaire de sa côte natale. Du monde, il n'avait jamais connu que l'Afrique, Nantucket et quelques-uns des ports païens fréquentés par les baleiniers. Ayant mené pendant bien des années la vie intrépide des chasseurs de baleines sur des bateaux dont les armateurs triaient attentivement les hommes qui l'engageaient, Dago gardait intactes toutes ses vertus barbares. Droit comme une girafe, il arpentait les ponts sur ses chaussettes dans toute la gloire de ses 6 pieds 5 pouces. On se sentait corporellement humilié à le regarder. Et un homme blanc placé près de lui semblait un drapeau blanc venu mendier une trêve à une forteresse. Chose curieuse, ce nègre impérial, Assuérius Dago, était l'écuyer du petit Flasque, qui auprès de lui semblait un pion d'échecs. Quant au reste de l'équipage du Pequod, il faut bien dire que, même à ce jour, moins de la moitié seulement des milliers d'hommes employés dans la chasse américaine de la baleine sont Yankees. Par contre, presque tous les officiers le sont. Il en est de même dans l'armée et les flottes de guerre ou marchandes, ainsi que pour les ingénieurs chargés de la construction des canaux et des chemins de fer américains. L'Américain natif fournit libéralement les cerveaux, le reste de l'univers fournissant non moins libéralement les muscles. Un assez grand nombre de ces baleiniers viennent des Açores, où les bateaux de Nantucket en route touchent fréquemment pour compléter leur équipage avec les solides paysans de ces côtes rocheuses. Pareillement, les baleiniers du Groenland, partant de Hull ou de Londres, mouillent aux îles Shetland pour recevoir le plein complètement de l'équipage qu'ils y redébarquent au retour. Il est impossible de dire pourquoi les gens des îles font de meilleurs chasseurs que les autres. Presque tous les hommes du Pequod étaient des insulaires et, en tant que tels, vivaient isolés, chacun pour soi, comme sur son propre continent, à part du continent général des autres hommes. Ainsi, tous réunis sur le même bord, quelle drôle d'assemblée d'insulaires ça faisait. Une véritable délégation d'Anarchasis Klotz de toutes les îles de la mer et des 4 coins du monde, accompagnant le vieux Achab sur le Pequod pour aller témoigner des torts du monde devant cette barre d'où peu d'entre nous sont revenus. Le petit nègre Pip ne revint jamais, lui. Et non, il passa de l'autre côté, ce pauvre gars d'Alabama. Sur le sombre gaillard d'avant du Pequod, vous le verrez bientôt, en train de battre son tambourin, préludant ainsi à l'éternité, tandis qu'on le cherchait au gaillard d'arrière. Au ciel, on lui commandait de se mesurer avec les anges et de battre son tambourin dans la gloire, ici tenu pour un couard, là-haut acclamé en héros. Achab. Pendant plusieurs jours après le départ de Nantucket, on ne vit rien du capitaine Achab au-dessus des écoutilles. Les seconds se relayaient régulièrement au quart, et, pour ce qu'on en pouvait voir, ils semblaient les seuls commandants du bateau.
Toutefois, de temps à autre, il surgissait de la cabine avec des ordres si soudains et si péremptoires qu'il devenait évident qu'il ne commandait qu'en suppléant. Leur seigneur, dictateur suprême et maître, était donc là. Bien qu'invisible jusqu'alors aux yeux de tous ceux qui n'avaient pas la permission de pénétrer dans la retraite, maintenant sacrée de la cabine. Chaque fois que je remontais sur le pont, après mes quarts d'en bas, je regardais aussitôt à l'arrière dans l'espoir d'y voir une tête nouvelle. Car ma première et vague inquiétude au sujet du capitaine inconnu devenait presque un tourment, maintenant que nous nous trouvions dans la solitude du large. Ce tourment s'aggravait parfois lorsque je me rappelais les incohérences diaboliques du Locte Élie, lesquelles m'assaillaient soudain sans que je m'y attende. Je pouvais mal m'en défendre, bien que parfois, changeant d'humeur, j'étais presque prêt à sourire des fantaisies bizarres et solennelles de cet étrange prophète des quais. Appréhension ou malaise pour lui donner un nom? N'importe. Il semblait contraire au bon sens de m'y laisser aller. Malgré cet équipage, harponneur compris, composé d'êtres barbares, païens, et plus mélangé que n'importe quel équipage incolore des bateaux marchands de mes expériences antérieures. J'attribuais cela, et avec raison, à cette vocation scandinave à laquelle je m'étais abandonné. L'aspect des 3 seconds contribuait le mieux à calmer ces pressentiments brumeux et me poussait à la confiance et à la gaieté pour la suite du voyage. Il aurait été difficile d'en trouver 3 meilleurs en tant qu'officier et en tant qu'homme. Chacun à sa manière, et ils étaient tous 3 américains. Un Nantucket, un Vignardeur et un Cap-Codet. C'était Noël quand le vaisseau quitta le port, et nous eûmes pendant quelque temps un mordant froid polaire, bien que nous fissions route vers le sud. Cependant, à chaque degré de latitude que nous parcourions, nous laissions derrière nous l'hiver sans merci et son intolérable mauvais temps. Par un de ces matins moins menaçants, mais encore gris et sombres, de la période transitoire, alors que par bon vent le bateau filait avec une rapidité mélancolique, en faisant des sortes de bonds vindicatifs, montant sur le pont à l'appel du quart du matin, je regardai au niveau de la lisse de poupe et je fus pris de tremblements de mauvais augure. La réalité dépassait le pressentiment. Le capitaine Achab était debout sur le gaillard d'arrière. Nul signe d'un mal physique ordinaire, ni aucune trace de guérison d'une maladie de ce genre n'apparaissait sur lui. Il avait l'air d'un homme qu'on aurait retiré du bûcher au moment où les flammes avaient pourléché ses membres, sans les avoir consumés toutefois, ni sans avoir touché à sa compacte robustesse de vieillard. Sa haute et large carrure semblait faite de bronze solide coulé dans un moule impeccable, comme le percé de Céligny. Un mince sillon d'un blanc livide traçait son chemin parmi ses cheveux gris, traversait tout droit un côté de son visage et, par le cou, disparaissait sous ses vêtements. Cette cicatrice ressemblait à l'entaille verticale que l'on voit parfois sur un tronc d'arbre, droit et haut, après que la foudre l'a parcouru sans arracher la moindre petite branche, mais le pelant et y traçant une balafre qui le laisse vert et vivant, mais qui désormais le marque. Cette marque était-elle née avec lui, ou était-elle la cicatrice de quelque terrible blessure? Personne ne pouvait le dire d'une manière certaine. Par une sorte d'accord tacite, il n'y fut fait que peu ou point d'allusion au cours du voyage, surtout parmi les officiers. Une fois, cependant, un vieil Indien, Gay Heider, chef de Tashtego, affirma superstitieusement qu'Achab n'était point ainsi avant sa 40e année, et qu'il avait attrapé ça non pas au cours d'une rixe de mortels, mais dans une lutte cosmique en mer. Cependant, cette sauvage suggestion fut démentie par les insinuations de l'homme de l'île de Man, un vieux type gris, semblant sortir d'un tombeau et qui n'avait jamais vu le fantasque Achab avant d'embarquer à Nantucket. Mais de vieilles traditions marines et des croyances immémoriales prêtaient à ce vieux Manxien des pouvoirs surnaturels de divination.
de sorte qu'aucun matelot blanc ne le contredit quand il insinua que si Achab était enseveli normalement, ce qui était peu probable, marmonnait-il, celui qui serait chargé de l'ensevelissement trouverait sur lui cette marque native allant du sommet de la tête à la plante des pieds. L'aspect d'Achab et la marque livide barrant son visage me bouleversèrent si profondément que, dans les premiers moments, je remarquai à peine que la raideur hautaine de son attitude provenait en partie de la barbare jambe blanche sur laquelle il s'appuyait. Je savais déjà que cette jambe avait été façonnée en mer dans l'ivoire poli d'une mâchoire de cachalot. Oui, il a été dématé près du Japon, disait le vieil Indien Gay Hader. Mais comme pour son navire dématé, il a embarqué un autre mât sans prendre la peine d'aller le chercher chez lui. Il en a un plein fourniment. Je fus frappé de sa position singulière. De chaque côté du gaillard d'avant, tout près des haubans, dans le plancher, il y avait des trous de tarière d'un demi-pouce environ. Sa jambe d'ivoire s'y ajustait. Avec son bras levé, il se tenait au galopant. Son regard était droit, fixé au-delà de la proue sans cesse plongeante du bâtiment. Dans ce regard intrépide et fixe, il y avait une énergie obstinée et une détermination sans faiblesse. Il ne prononçait pas un mot. Ses officiers ne lui adressaient pas non plus la parole, mais par leurs moindres gestes et leur expression, ils montraient clairement qu'ils avaient l'impression troublante, sinon pénible, d'être sous le regard d'un maître tourmenté. De plus, le morne Achab se tenait devant eux avec la crucifixion écrite sur sa face et l'indescriptible dignité arrogante de quelque puissant ennemi. Peu après cette première apparition, il se retira dans sa cabine. Mais depuis cette matinée, l'équipage put le voir chaque jour, soit debout dans son trou à pivot, soit assis sur un escabeau d'ivoire, ou encore se promenant lourdement sur le pont. À mesure que le ciel devenait moins sombre, il se faisait moins rare, comme si, depuis que le bateau s'était mis en route, la morne désolation de la mer hivernale avait été la seule cause de sa retraite. Maintenant, il était presque continuellement à l'air et presque aimable. Cependant, jusqu'alors, tout ce qu'il pouvait dire ou faire sur le pont, enfin ensoleillé, ne semblait pas plus utile qu'un mât supplémentaire. Il est vrai que le Pécode ne faisait que se frayer sa route, n'étant pas encore en croisière régulière. Presque tous les préparatifs pour la chasse pouvant être faits par les seconds, de sorte qu'il ne restait rien à Achab, à part lui-même, pour l'occuper à ce moment et chasser ainsi, au cours de cette trêve, les nuages qui s'accumulaient sur son front, comme sur le sommet d'une montagne. Bientôt, néanmoins, l'éloquence persuasive du beau temps chaud dans lequel nous tombions sembla graduellement dissiper son humeur sombre. De même, lorsque ces mois aux jours rouges, avril et mai, regagnent en dansant le bois de l'hiver misanthrope, on voit le vieux chêne le plus dénué, le plus rugueux, le plus frappé de foudre, faire éclore au moins quelques bourgeons verts en bienvenue pour ses visiteurs si joyeux. De même, finalement, Achab répondit au charme enjoué de cet air printanier. Plus d'une fois, il fit éclore la fleur pâle d'un regard qui, chez tout autre homme, aurait été sourire. Entre Achab, puis Stubb. Quelques jours passèrent. La glace et les icebergs derrière lui, le Pécode roulait maintenant à travers ce brillant printemps de Quito, qui, en mer, règne presque perpétuellement au seuil de l'out éternel des tropiques. Les jours tièdes et frais, clairs, sonores, parfumés, luxuriants, prodigues étaient comme des coupes de sorbet perçants, toutes floconneuses et débordantes de neige d'eau de rose. Les majestueuses nuits étoilées ressemblaient à des dames hautaines vêtues de velours semé de joyaux qui, dans l'orgueilleuse solitude de leur demeure, caressent le souvenir de leurs seigneurs conquérants absents, les soleils casqués d'or. Il était dur pour un homme endormi de choisir entre des jours si aimables et des nuits si séduisantes. Mais tous les sortilèges de ce temps stable ne prêtaient pas seulement des charmes et de nouvelles puissances au monde extérieur. Ils touchaient intérieurement l'âme,
surtout quand les heures silencieuses et douces du soir approchaient. Alors le souvenir faisait surgir ces cristaux. De même que la glace claire se forme de préférence dans les crépuscules silencieux. Toutes ces choses subtiles travaillaient de plus en plus à Cab. La vieillesse est toujours éveillée comme si, à mesure qu'il s'enfonce plus avant dans la vie, l'homme voulait s'éloigner de tout ce qui ressemble à la mort. Parmi les commandants de vaisseau, les vieux à barbe grise sont ceux qui quittent le plus souvent leur couchette pour venir inspecter le pont couvert de nuit. Il en était ainsi pour Achab. Sauf que, depuis quelques jours, il était si souvent dehors qu'à vrai dire, ses visites étaient plus du pont à la cabine que de cette dernière au pont. « Il semble qu'on descende dans sa tombe », murmurait-il pour lui-même. « Pour un vieux capitaine comme moi, descendre par cette étroite écoutille, c'est descendre au tombeau. » Ainsi, presque toutes les 24 heures, quand les quarts de nuit étaient réglés, lorsque la petite bordée de pont veillait sur le sommeil de la bordée d'en bas, quand, s'il y avait un bout à aller au gaillard d'avant, les matelots, par peur de réveiller leurs camarades, le laissaient doucement retomber au lieu de le plaquer rudement comme ils le faisaient de jour. Lorsque cette sorte de calme quiétude commençait à régner, habituellement, le timonier silencieux regardait les coutilles de la cabine, et bientôt il en voyait émerger, s'agrippant à la rampe de fer, le vieil homme estropié. Par un reste d'égard humain, dans ces moments-là, il s'abstenait généralement de patrouiller sur le gaillard d'arrière, parce que, pour ces officiers fatigués qui cherchaient le repos à 6 pouces au-dessous de son talon d'ivoire, le bruit craquant et la résonance de ce pas osseux auraient été tels qu'ils eussent aussitôt rêvé de gueules broyantes de requins. Mais un jour, son humeur pesa si fort sur lui qu'il ne tint pas compte de ces considérations. Comme il arpentait le pont de la poupe au grand mât de ses pesants pas d'ours, Stubb, l'original premier lieutenant, monta sur le pont et, d'un ton mal assuré d'humour désapprobateur, suggéra au capitaine que, si c'était son bon plaisir, bien sûr personne ne pouvait l'empêcher de se promener sur le plancher, mais qu'il y avait sans doute un moyen à trouver pour assourdir le bruit. Et il proposa, en hésitant et d'une voix peu distincte, qu'on pouvait peut-être envelopper le talon d'ivoire d'un tampon d'étoupe. « Ah, Stubb, à ce moment-là, tu ne connaissais pas Achab. »« Suis-je un boulet de canon, Stubb ?» dit Achab. « Que tu veuilles me bourrer de cette façon ? Suis ton chemin, j'ai tout oublié. Va-t'en en bas, à la tombe nocturne, où tes pareils dorment dans des linceuls pour s'habituer à celui qui les enveloppera finalement. En bas, chien, à la niche. » Sursautant à cette dernière exclamation du vieillard, soudain si méprisant, Stubb demeura un instant sans un mot. Puis il répliqua avec emportement. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça, sœur. Ça ne me plaît qu'à demi, sœur. »« Au large, » grogna Achab, les dents serrées, en s'éloignant brusquement comme pour éviter la tentation de la colère. « Non, sœur, pas encore, » continua Stubb enhardi. « Je ne me laisserai pas bénévolement traiter de chien, sœur. »« Alors sois appelé 10 fois Baudet, Mulet, Bourrique, et puis va-t'en, ou je débarrasserai le monde de ta présence. » Ce disant, Achab avançait sur Stubb avec une expression si terrifiante que ce dernier recula involontairement. « Jamais je n'ai été traité ainsi sans rudement jouer du poing, » murmura Stubb en descendant les coutilles de sa cabine. « C'est très bizarre. Arrête un moment, Stubb, » poursuivit-il. « Je ne sais trop si je dois remonter pour le frapper ou, eh bien, m'agenouiller ici et prier pour lui. Oui, c'est la pensée qui me vient. Mais ça sera bien la première fois qu'il m'arriverait de prier. C'est étrange, très étrange. » Et lui aussi est étrange. On a beau l'examiner par tous les bouts, c'est le vieillard le plus bizarre avec lequel tu aies navigué, vieux Stubb. Comme il a éclaté. Ses yeux étaient comme une soute à poudre. Est-il fou ? En tout cas, quelque chose le travaille. Aussi vrai que lorsque le pont craque, c'est qu'il y a quelque chose dessus. Maintenant, sur 24 heures, il ne se tient pas plus de 3 au lit, et quand il y est, il ne dort pas. Ce Doug Boy, le steward, m'a dit que chaque matin, il trouve le hamac du vieux tout chiffonné, les draps jetés aux pieds, la couverture quasi nouée et l'oreiller aussi terriblement chaud que si on avait posé une brique brûlante dessus.
l'ardent vieillard. Je suppose qu'il doit avoir ce que les terriens appellent un tourment de conscience, une sorte de tic douloureux aussi pénible qu'une rage de dents. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais que le bon Dieu me préserve de l'attraper. Énigmatique avec ça. On se demande ce qu'il peut bien aller faire chaque nuit dans la cale arrière, comme Doug Boy croit qu'il y va. Qui va-t-il faire? Qui va-t-il rencontrer là-dedans? J'aimerais le savoir. Bizarre. Mais il n'y a rien à dire. C'est toujours la même vieille histoire. Allons dormir. Du diable si c'est la peine d'être au monde, sinon pour y piquer dans le sommeil. Et en y réfléchissant, c'est la première chose que font les bêtes. Ça aussi, c'est drôle. Nom de nom. Tout est drôle ici-bas quand on y pense. Seulement, c'est contre mes principes de réfléchir. Ne pense point. Voilà mon 11e commandement. Dors quand tu peux est le 12e. Alors, allons-y. Mais quoi? Il m'a pourtant traité de chien. Tonnerre. Et aussi, il m'a appelé Anne, et a mis un lot de bourriques par-dessus le marché. Il aurait aussi bien pu me lâcher un coup de pied pendant qu'il y était. Mais peut-être qu'il me l'a donné sans que je m'en sois aperçu, tant son aspect m'a bouleversé. Son front luisait comme un os blanchi. Qu'est-ce qui m'arrive, diable? Je ne tiens plus sur mes pattes. Me heurter au vieux, comme je l'ai fait, m'a mis sans dessus-dessous. Pardi, j'ai dû rêver. Quoi? Rien à faire que d'encaisser? Retournons à la couche. On verra quelle allure tout ça aura demain, à la lumière du jour. La pipe. Quand Stubb eut disparu, Accab se tint un moment penché sur la rambarde, et alors, comme il en avait pris récemment l'habitude, il envoya un matelot de quart chercher en bas son escabeau d'ivoire et sa pipe. Allumant la pipe à la lampe de l'habitacle et posant le tabouret sur le pont du côté au vent, il s'assit et se mit à fumer. Au temps des vieux Vikings, les trônes des rois danois qui aimaient tant la mer étaient, dit la tradition, faits avec les défenses du narval. On ne pouvait alors regarder Accab assis sur son trépied d'os sans penser à sa symbolique royauté. Car il était Khan des bordages, roi de la mer, grand seigneur des Léviathans. Quelques instants s'écoulèrent pendant lesquels l'épaisse fumée sortit de sa bouche par bouffées rapides et régulières, que le vent lui renvoyait à la face. « Quoi » monologua-t-il en sortant le tuyau de sa bouche. « Comment se fait-il que fumer ne me calme plus? Oh, ma pipe, dur sera le chemin si ton charme n'opère plus. Loin de prendre du plaisir, je fumais sans y penser. Je fumais contre le vent. Tout ce temps contre le vent avec des jets nerveux comme ceux de la baleine mourante. Les derniers jets, ceux qui sont les plus forts et les plus longs d'angoisse. Qu'ai-je à faire avec toi, pipe? Tu étais cette chose bonne pour la sérénité, destinée à enlacer de toute fumée blanche, de soyeux cheveux blancs et non de dures mèches gris le fer, comme j'en ai. Je ne fumerai plus. » Il jeta la pipe encore allumée à la mer. Son feu grésilla en touchant la vague. Au même instant, le bateau masqua la bulle faite par la pipe qui s'enfonçait. Le chapeau rabattu sur les yeux, Accab se mit en marche en faisant des embardées.